France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous et à toutes. En cette semaine où l'Europe est tétanisée à la suite de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, elle s'interroge bien sûr sur son avenir. La France aussi est à un tournant avec le délicat vote de son budget en déficit. Et nous en parlons aujourd'hui avec Pierre Moscovici, notre grand invité du jour. Bonjour. Vous êtes le premier président de la Cour des comptes, une juridiction financière française chargée de contrôler la régularité des comptes publics, un poste qui a été précédé d'une carrière européenne bien remplie. Vous avez été commissaire européen, Pierre Moscovici, de 2014 à 2019. Auparavant, ministre des Finances, ministre en charge des affaires européennes sous 2 gouvernements socialistes. Vous avez été aussi député européen. Vous avez siégé donc dans les 3 institutions, j'ai envie de dire. Absolument. Je fais le tiercé dans le désordre. Voilà. Nous commençons évidemment par une actualité qui marque cette semaine, la réélection, un peu surprise quand même, de Donald Trump. Vous avez tweeté nuit blanche, nuit sombre. C'est-à-dire Nuit blanche parce que je connais bien la politique américaine, elle m'intéresse. Je suis professeur à Columbia accessoirement et bon, j'ai regardé l'élection presque toutes les nuits. Une nuit sombre parce que vous disiez que c'était une victoire inattendue. Je n'en suis pas si sûr. C'était une victoire possible et qu'on voyait en réalité venir de loin. On a espéré la conjurer. Et je pense que c'est tout de même une nouvelle difficile pour le monde, pour la France, pour l'Europe. Évidemment, il va falloir voir ce qui se passe. Il ne faut jamais condamner un président par avance. Donald Trump a été plutôt un peu plus apaisé dans ses propos suivant son élection. Il a manifesté la volonté d'unir les Américains. Est-ce qu'il saura se réinventer à 78 ans, avec son tempérament, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a été? Je n'en suis pas sûr. Les États-Unis sont nos alliés, ce sont nos amis. Il va falloir naturellement continuer à travailler avec eux, et donc avec le président des États-Unis, entretenir une relation politique et diplomatique, d'où les félicitations qui ont été faites par les uns et les autres, notamment le président de la République française, très tôt. Mais il faut quand même regarder les choses, ce sera difficile, peut-être même très difficile, voire très très compliqué. Alors, vous estimez d'ailleurs que cette élection égige de l'Europe un sursaut existentiel malgré ces divisions. Quel sursaut ? L'Europe n'est plus la priorité des États-Unis depuis quelque temps. Le pivot vers l'Asie a été opéré par Barack Obama. On a eu une espèce d'éclaircie avec Joe Biden, qui était un homme d'une génération antérieure, qui avait connu la guerre froide, qui était sénateur depuis des décennies, et qui a impliqué à nouveau les États-Unis en Europe. Il était entouré aussi d'une administration qui nous connaissait bien, quelqu'un comme Blinken, qui est un Américain qui a vécu en France, un ami, des gens qui étaient des pro-européens. Mais là, on va revenir vers quelque chose qui sera, à l'évidence, beaucoup plus isolationniste. Alors, espérons le mieux, mais le mieux, c'est ça, si vous voulez, c'est une sorte de neutralité, d'amitié un peu contrariée. Et puis, il y a un autre scénario, c'est que ça se passe moins bien, et les risques ne sont pas négligeables. Si on écoute ce que dit Trump, et si on regarde ce qu'il a fait dans son premier mandat, attention, c'est un homme c'est un businessman, donc il fait ce qu'il dit. Et les risques sont multiples. Faire la paix en Ukraine en 24 heures, voilà. C'est ce qui vous inquiète ? Faire la paix en 24 heures, si c'est aux conditions de Vladimir Poutine, c'est difficile. Mais si les Américains décident de retirer la prise, en quelque sorte, d'arrêter leur soutien à l'Ukraine, alors qu'ils sont quand même les premiers contributeurs. Nous sommes, les Européens, ensemble, les premiers contributeurs. Mais bien sûr, ça repose beaucoup sur le soutien américain. Et sur les armes américaines. Et sur les armes américaines. Donc, là, il y a une question fondamentale. Et la question qui nous est posée, c'est comment est-ce que nous pouvons apprendre le langage de la puissance, faire aussi la preuve que nous sommes capables de nous défendre, non pas sans les Américains, nous resterons dans l'OTAN, mais éventuellement par nous-mêmes si la situation l'exige. Donc il y a un défi géopolitique et de défense. Il y a un deuxième défi qui est la question climatique. Donald Trump est un climato-sceptique. Il a annoncé son intention de retirer
des dispositifs comme l'IRA. Alors, ça présente certains avantages pour nous parce que c'était assez protectionniste, mais c'était aussi quelque chose qui manifestait l'implication des États-Unis. Des subventions massives à l'industrie verte américaine, précisons. Oui, mais ça voulait dire aussi que les États-Unis avaient conscience que le changement climatique était un défi. C'était pas le cas avec Donald Trump dans son premier mandat, puisqu'il avait retiré son pays des accords de Paris. Souvenez-vous de ce qui avait suivi la COP21. Et donc, c'est un problème si les États-Unis décident que le climat n'est plus un défi mondial qui doit être assumé par tous. Et enfin, il y a les questions économiques. Donald Trump est un protectionniste. America first. Il a précisé que même si nous étions alliés, il nous taxerait déjà d'entrée de 10% de droits de douane supplémentaires. On sait qu'il y aura cette confrontation, compétition avec la Chine, avec des droits de douane qui seront pour le coup massifs sans doute avec la Chine, mais qui seront aussi significatifs avec nous de 10 à 20%. Ce qui veut dire que ça peut générer de l'inflation, ça peut créer des difficultés pour nos entreprises. Et donc voilà, 3 défis. Et c'est pour ça que je parle de sursaut existentiel de l'Europe, parce que ça veut dire que dans cette situation-là, nous n'avons pas d'autre alternative que de nous construire. Regardez le monde autour de nous. Comment être unis? Parce que j'ai envie de dire, les divisions des Européens sont bien réelles. C'est pour ça que j'ai marqué, j'ai écrit malgré nos divisions. Européenne jeudi, donc à 49 pays du vieux continent qui sont réunis dans un stade de foot à Budapest pour se réjouir de l'élection de Trump. Cela va renforcer aussi les chevaux de Troie en Europe et peut-être les régimes autoritaristes. C'est certain que nous avons affaire à un autoritariste. Certains de ses collaborateurs, de parler d'un fasciste, je souhaite qu'on évite ça, bien sûr, mais disons que faut quand même saluer la démocratie américaine. Cette élection, elle a été libre et régulière, comme toutes les précédentes d'ailleurs, même si Donald Trump avait contesté l'élection de 2020. Souvenons-nous comme de cette insurrection devant le Capitole. Mais ces illibéraux qui prospèrent en Europe, dont Donald Trump est le chef, en quelque sorte l'inspirateur, avec Viktor Orban, avec M. Fico, le leader slovaque. Tout ça... Et vous mettez Giorgia Meloni dedans parce qu'on dit qu'elle... Non, Giorgia Meloni est également le leader d'une formation d'extrême droite qui a pris des positions atlantistes. Mais il se peut que les États-Unis aient l'intention justement de prospérer sur nos divisions. Ils vont peut-être chercher à les susciter. Et c'est pour ça que je disais que c'était la difficulté du sursaut. Mais il faut surpasser ça. Il faut être conscient que si nous sommes divisés, si nous sommes fragmentés, si nous ne sommes pas capables de bâtir une réaction ensemble, alors à ce moment-là, nous serons affaiblis. Le monde est redevenu un monde de puissance et c'est devenu un monde dangereux. La Chine, une puissance hégémonique qui vise la première place dans le monde. La Russie, qui tout de même aujourd'hui un fauteur de guerre sur notre continent, l'Europe. Les États-Unis, avec cette espèce d'isolationnisme, nationalisme qui se profile, avec des formes qui peuvent être plus ou moins agressives. Dans ce contexte-là, les Européens ont le choix. Soit ils se divisent et ils disparaissent. C'est-à-dire ils sont réduits à être un certain nombre de cibles ou de proies livrées aux uns ou aux autres. Soit ils s'unissent, et si nous nous unissons, nous avons la capacité de peser dans le monde. Nous sommes une puissance économique incontestable, la deuxième ou la première à égalité avec les États-Unis. Nous avons des valeurs, nous sommes des leaders en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons un système éducatif, un système social, un État-providence. Nous partageons et nous chérissons la démocratie. Et nous avons aussi des capacités de défense si nous nous mettons bout à bout et si chacun augmente son propre effort. Et si nous sommes divisés, nous sommes faibles. Il va falloir avancer, et avancer ensemble, avec un puissant leadership. Alors, la France a sans doute un rôle à jouer en la matière. La France, mais Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, la France affaiblit quand même, puisqu'on est arrivé à se réveiller avec un déficit de 6% du PIB. Est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce que ça n'est pas un facteur d'affaiblissement certain de la France sur la scène européenne? Vous savez, sur la scène européenne, ce qui affaiblit la France, c'est sans doute ça, je vais y venir, mais c'est avant tout la donne politique. Ne cachons pas que nous sommes dans une crise politique. La dissolution, l'absence de majorité, le socle commun fragile, les oppositions qui ne sont pas toujours des... je semble commenter une situation politique dont je ne suis plus acteur. En tout cas, si j'en parle, c'est parce que ça se traduit dans l'action publique. Situation de finances publiques, oui, c'est un facteur d'affaiblissement objectif dans la mesure où nous avons connu une année noire en 2024, où on n'a jamais vu un dérapage budgétaire de cette nature et de cette ampleur hors période de crise. On a déjà vu des 1,5 de plus. Là, on a 1,7 tout de même de points de PIB, 4,4% de déficit voté, 6,1 exécuté, 50 milliards de plus. Et nous faisons ça au moment où les autres
au contraire, réduisent leur déficit. Nous ne maîtrisons pas notre dette. Notre dette est aujourd'hui la 3e de l'Union européenne en pourcentage du PIB, plus de 110%, et elle continue d'augmenter. C'est la plus importante en volume, plus de 3200 milliards d'euros. Et nous avons le devoir, à l'égard de nos partenaires européens, de montrer que nous respectons les règles de notre copropriété commune, qui est l'euro. Et nous avons le devoir de nous désendetter pour retrouver des marges de manœuvre. Vous dites d'ailleurs que ce n'est pas sur cette année précisément, mais jusqu'en 2029, si on veut repasser à 3% de déficit, il faudra aller en dessous, oui. Il faut 20 milliards d'économies tous les ans. Est-ce que c'est possible sans sacrifier, justement, vous parliez de notre modèle social, les services publics, et puis quel ratio d'ailleurs hausse d'impôts et baisse des dépenses pour Alors, 2024 est le parachèvement d'un cycle budgétaire où nous n'allons jamais cesser d'augmenter les dépenses, d'affaiblir les recettes et de voir nos déficits croître. C'est une politique délibérément expansionniste. Je n'ai pas à commenter le fait de savoir s'il n'a pas réussi ou réussi. D'ailleurs, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et puis, c'est facile de juger ex post. Non, ce que je constate en tout cas, c'est que c'est fini. L'ancien ministre des Finances, Bruno Le Maire, aimait bien à dire souvent que le quoi qu'il en coûte était fini, puis il n'a jamais été fini. Là, c'est terminé. Autrement dit, nous entrons dans un nouveau cycle budgétaire. Il y a eu une phase expansionniste, maintenant nous allons avoir une phase d'effort. Et elle va durer plusieurs années. Il faut être conscient que si nous voulons arriver à 3% en 2029, je me réjouis que ce soit 2029 et pas 2027. J'ai été le premier, je crois, à le proposer. 2027, c'était trop court et trop brutal. Il va falloir faire un effort continu qui n'est pas de l'austérité. Et c'est là, quand vous donnez 20 milliards d'euros, c'est énorme, 20 milliards d'euros comme ça. Ceux qui nous regardent se disent 20 milliards d'euros, c'est comme... Oui, mais cette année, on a augmenté le déficit de 52 milliards d'euros. Et donc, c'est de ça dont il faut partir. Nous avons quand même une masse budgétaire tout à fait considérable. Nous avons 57% de dépenses publiques dans le PIB. C'est plus que n'importe quel pays au monde. Nous avons 3,5 points de plus qu'avant la crise en 2019. Est-ce que les Français ont l'impression que ces 3 points de plus de dépenses publiques ont créé davantage de services publics qui marchent mieux? Non. Il y a un problème de qualité de la dépense publique. Donc, on peut faire des économies. Alors après, enfin, vous m'interrogez sur la répartition impôts et dépenses. Cette année, constatons-le, pour des raisons qui tiennent justement à la crise politique, au fait que le gouvernement a été formé tardivement, qu'il n'a pas de majorité, on fait beaucoup d'impôts quand même. Il y a aussi un souci de justice fiscale qu'il faut entendre, mais une fois ça va, deux fois bonjour les dégâts. Autrement dit, cette année, le partage impôts-économie est plutôt en faveur des impôts parce que c'est ce qui est disponible tout de suite et parce qu'il y avait cette exigence de justice fiscale sans doute. Pour les années suivantes, il ne faut pas recommencer. Il faudra basculer dans un mode où c'est essentiellement l'économie sur la dépense publique, mais l'économie intelligente, la réforme des services publics, la qualité de la dépense publique qui permet de réduire notre déficit. Alors Pierre Moscovici, vous mentionnez notre place économique en Europe. Parlons de l'influence allemande avec une crise politique dans la première économie de la zone euro où Olaf Scholz s'est séparé de son très rigoriste ministre des Finances, ce qui pourrait générer d'ailleurs de nouvelles élections. Ça n'est pas très bon pour l'Europe. Alors, première chose, il y a d'abord la crise politique, mais ça se déroule sur un fond qui est celui d'une crise économique. C'est-à-dire le modèle économique allemand, il est sévèrement impacté justement par cette situation du monde. Ce modèle économique qui reposait sur l'exportation, il était assez dépendant justement du marché chinois, et il était très dépendant des énergies fossiles qui venaient de Russie. Et de ce point de vue-là, guerre en Ukraine d'une part, la crise Covid, la montée du protectionnisme, l'offensive chinoise ont touché ce modèle allemand qui reste très fort, quand même 22% de l'industrie dans le PIB contre 11% en France, mais avec des années qui ont été des années de récession, et l'année qui vient, 2025, sera encore une année de croissance très faible. Donc il y a une remise en cause du modèle allemand, et il y a besoin de le redéfinir. Et dans ce contexte, je ne dis pas ça parce que je connais bien Olaf Scholz, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était mon homologue quand j'étais commissaire en charge des finances, qui est un ami, mais je crois qu'il a entièrement raison. C'est-à-dire Christian Lindner, et je dis ça d'un point de vue d'Européen, était un empêchement à investir pour l'Allemagne et aussi pour l'Europe. Et cette situation ne pouvait pas perdurer, car quand vous avez besoin quand même d'investir massivement, regardez ce qui s'est passé avec le rapport Draghi, et que vous avez un ministre allemand qui fait comme si rien ne se passait, qu'on était sans arrêt les pieds sur le frein, et tout le monde sait qu'il faut à un moment donné réaccélérer, cette situation ne pouvait pas perdurer. Et cette crise politique, je crois qu'elle vient aussi de ça, c'est-à-dire du fait que Olaf Scholz sait qu'il ne peut pas répondre à la crise
économique et sociale allemande si on l'empêche d'agir sur le plan financier, ce que fait son ministre des Finances. Il a raison de vouloir provoquer cette clarification. Par ailleurs, il y aurait eu de toute façon des élections en Allemagne en 2025. Il a sans doute voulu les provoquer parce qu'elles risquent d'avoir lieu. Il ne faut pas s'illusionner. Ce que dit Christian Lindner est assez clair sur le sens du vote que le FDP fera, qui ne sera pas un vote de confiance. Après tout, il court sa chance ou il prend son risque. Mais là où vous avez raison, c'est que ça intervient précisément le jour où Donald Trump est réélu. Ça intervient au moment où il y a cette confrontation, clarification entre les Européens. Et c'est vrai que pendant cette période, l'Allemagne risque d'être assez tournée, comme c'est toujours le cas en crise politique, vers elle-même. Et de ne pas être en situation forcément proactive en Europe, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas improbable ou pas impossible que des élections sortent une nouvelle coalition. Et peut-être même un nouveau parti majoritaire. Pour terminer, Pierre Moscovici, au Parlement européen, c'est la semaine des auditions des 27 commissaires qui doivent composer la commission von der Leyen 2. Vous avez subi ce grand oral 2014. Qui, paraît-il, est terrifiant en 2014. Et effectivement, dans cette commission, il y aura Stéphane Séjourné, le français, mais il y a aussi, pour la première fois, la droite radicale avec un Italien. Comment vous trouvez cette composition ? Écoutez, vous savez, j'ai une tête de bon élève et je ne suis pas stressé par les grands oraux. J'en ai fait beaucoup des examens dans ma vie. Donc j'avoue que j'y suis allé très concentré, très sérieusement préparé, mais pas vraiment paniqué. C'est très dur et c'est très bien. C'est-à-dire, moi je trouve ça bien que quand on a un ministre, on ne prenne pas n'importe qui et qu'on l'interroge avant. Et si on pouvait avoir des auditions parlementaires dans certains pays, ce ne serait pas forcément si mal. 2, c'est très exigeant. Donc il faut quand même bosser beaucoup. Le conseil que je donne à Stéphane Séjourné, il n'en a pas besoin, je crois qu'il travaille jour et nuit, c'est de se préparer, avoir en face de lui des gens qui vont vraiment le cuisiner sur tous les sujets. La droite radicale vice-présidente, ça... Il y a effectivement le cas de ce ministre italien qui vient de la droite radicale de Giorgia Meloni. Je peux imaginer qu'entre les trois grands blocs, d'une part le PPE, d'autre part les conservateurs, d'autre part le PSE, et enfin ce marais d'extrême droite, il y aura des discussions qui sont du style, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et ça, c'est un peu dommage parce que ça vient ternir la vérité des prix. La vérité des prix, ça devrait être la compétence qu'on montre à l'oral. En réalité, il y a aussi autre chose. Mais ça s'appelle la politique d'une certaine façon. Merci à vous, Pierre Moscovici, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On poursuit ce débat entre deux eurodéputés sur la question de l'élection de Trump. Va-t-il faire tomber le flanc Est sous influence russe ? Tout de suite, je vous retrouve à Bruxelles avec deux eurodéputés pour le débat. Bienvenue au Parlement européen pour parler de l'avenir de notre front Est, car non seulement l'Ukraine essuie depuis 2 ans et demi une guerre sans merci de Vladimir Poutine, mais la Russie a aussi multiplié les opérations de déstabilisation lors des dernières élections en Moldavie et en Géorgie, 2 anciennes républiques de l'URSS qui ont désormais le statut de candidat à l'Union européenne. Alors la Moldavie a choisi la voie européenne et la présidente Maia Sandu, tandis que la Géorgie penche nettement plus vers Moscou à l'issue d'un scrutin législatif marqué par des irrégularités selon la Commission européenne. Et c'est dans ce contexte que s'est tenue le jeudi 7 novembre l'Assemblée de 49 chefs d'État et de gouvernement du continent européen, la communauté politique européenne, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie qui n'y étaient pas présentes. C'est la Hongrie qui était puissance organisatrice, ce qui ne demande pas que piquant, puisque le remuant leader souverainiste hongrois Viktor Orban est réputé plus proche du Kremlin que ses homologues, bloquant notamment l'aide à l'Ukraine. Il a aussi sabré le champagne à la victoire de Donald Trump aux États-Unis, alors que ce dernier a promis de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Alors, une intégration de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie au club européen est-elle encore possible et à quelle échéance ? Pour en parler, nous avons en notre compagnie 2 eurodéputés, un Roumain, vice-président de ce Parlement, Nicolae Stefanuta, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Vert, un parti qui est d'ailleurs plutôt favorable à l'élargissement de ce club européen des 27. Et puis vous êtes aujourd'hui face à Nathalie Loiseau, eurodéputée qui a été observatrice en Géorgie des élections, justement, pour le groupe Renew, donc le parti présidentiel
présidentielle en France, alors qu'Emmanuel Macron est l'initiateur de cette communauté politique européenne, mais plaide aussi pour une réforme de l'Union européenne qui accompagne l'élargissement. Parlons d'ailleurs de l'Ukraine, Madame Loiseau, où vous êtes souvent rendue en délégation. L'ambiance a changé depuis la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Le scénario de l'intégration de l'Ukraine est-il encore possible ou c'est celui de sa désintégration qui se profile? Que Donald Trump ait gagné aux États-Unis, c'est une chose. Mais nous ne devrons pas, nous, en tant qu'Européens, nous déterminer par rapport à ce qui se passe aux États-Unis tous les 4 ans. Il est temps pour les Européens de passer à l'âge adulte et de nous demander quels sont nos intérêts. Nos intérêts, c'est que la Russie ne gagne pas en Ukraine. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse plus et plus vite pour aider l'Ukraine à être en situation favorable le jour où l'Ukraine décidera de négocier. Et sur l'intégration à l'Union européenne, là encore, ça n'est pas Donald Trump ou n'importe quel président américain qui décidera si l'Ukraine rejoint l'Union européenne. L'Ukraine le souhaite, elle est candidate, elle démarre ses négociations d'adhésion. Les Européens y ont intérêt. Parce qu'on voit bien le comportement de la Russie de Vladimir Poutine, il est de contester ce que nous sommes. Non pas d'essayer, pas seulement de reconstituer un empire, mais d'aller à l'encontre de ce que nous sommes en tant que société démocratique et libre. Notre intérêt, c'est que notre voisinage, Ukraine comprise, se tourne plus vers nous que vers Moscou. Nicolas Stefanuta, effectivement, l'invasion de l'Ukraine il y a 2 ans et demi a rouvert cette voie et cette question de l'intérêt pour l'élargissement à l'Est. La Commission européenne a remis un rapport il y a quelques semaines sur l'Ukraine et veut franchir une nouvelle étape en 2025, disait-elle. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'on ne risque pas, après l'élection de Donald Trump, de devoir sacrifier l'Ukraine sur l'autel de la paix et d'un accord avec le nouveau président américain? Je suis tout à fait d'accord avec Madame Loiseau. On doit penser à nos intérêts en tant que nos intérêts. Le fait que l'élection de Trump montre un peu que nous devons mieux nous mettre dans une position d'autonomie, de penser pour nous-mêmes. Bien sûr, les Américains restent une puissance très importante pour nous, un allié. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de mieux expliquer au public, puisqu'on parle de négociation de candidature et d'adhésion, mais sans trop bien expliquer au public qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi. Vous avez dit que ça a réouvert l'intérêt, l'importance, je dirais, ça a réouvert l'urgence géostratégique d'intégrer l'Ukrainien, les Moldaves et les autres. Mais si tu demandes quelqu'un maintenant sur les rues de Nantes, il ne va pas savoir mais pourquoi, qu'est-ce qu'on a à foutre avec l'Ukraine, la Moldavie. Donc on doit expliquer aux citoyens pourquoi c'est important, pourquoi cet espace, qu'est-ce que ça va nous donner, etc. Parce que sinon nous nous retrouvons dans une situation Kamala de nouveau, où on perd puisqu'on ne connaît pas le vrai sujet du public. Alors, parlons justement de la Moldavie que vous avez mentionnée, qui vient de réaffirmer par le vote son envie d'Europe avec un référendum, mais qui a été remporté d'extrême justesse. Et enfin, Maia Sandu, la présidente, qui a été plus largement réélue 2 semaines après. Le camp européen a su résister aux ingérences russes. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? D'abord, il y a eu des ingérences massives, de la désinformation, des achats de voix, par le biais d'un oligarque dont on sait, parce qu'il s'en est même vanté, qu'il voulait influencer le référendum. Il y a eu des transports d'électeurs réputés pro-russes vers les bureaux de vote. Malgré tout, je dirais, Europe 1, Poutine 0. Malgré tous ces efforts, malgré la petite taille de la Moldavie, les Moldaves savent très bien où ils veulent aller. Maia Sandu, son gouvernement l'ont très bien expliqué, ont été très courageux de mettre le sujet sur la table. Elle a gagné de peu, mais c'est la démocratie, elle a gagné. Nicolas Stefanuta, la Moldavie estime que la Russie aurait dépensé jusqu'à 100 millions d'euros pour perturber cette élection. Plus. Même chose en Géorgie. Oui. Pourquoi ces opérations de déstabilisation, pourquoi ces 2 pays sont aussi stratégiquement décisifs pour la Russie? Vladimir Poutine ne cesse de le dire très franchement. Tout ce qui était l'ancien espace soviétique, c'est son cours à lui
à sa maison. Donc c'est ce qu'il a dit depuis 2000. Je ne sais pas pourquoi on est étonné d'ailleurs. C'est le même qui a fait Hitler, non, dans son livre, qu'il a tout dit, qu'est-ce qu'il allait faire, et le monde continue d'être étonné. Voilà, Poutine a dit la même chose. Il va rétablir sa sphère d'influence en utilisant tous les moyens. Il ne va pas se montrer impressionné. Je félicite Maia Sandu puisqu'elle a dû faire, et avec le soutien de l'Union européenne, puisque c'est important aussi, quand il y a des gens qui nous critiquent, qui disent « mais pourquoi vous aidez économiquement l'Ukraine, la Moldavie ?» Mais pourquoi? Puisque sinon, les Chinois, les Russes vont entrer et vont tout occuper. Ils le font déjà, même dans les Balkans, ils le font en Afrique, ils le font dans d'autres pays. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, justement, vous avez été observatrice, Nathalie Loiseau, occidentale des élections en Géorgie, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la Géorgie, justement? Le rêve géorgien, le parti au pouvoir, vient de voter une loi inspirée de la Russie sur les médias. Il s'estime vainqueur de ces élections. D'ailleurs, et vous, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez observé? Moi, j'ai observé le cauchemar géorgien, c'est-à-dire des fraudes massives. J'ai eu l'occasion d'observer 10 bureaux de vote avec des intimidations physiques devant les bureaux de vote. Il y avait eu énormément de criminels qui avaient été libérés par le gouvernement en place, qui a des relations étroites avec la Russie de Vladimir Poutine, pour intimider les électeurs. Il y avait des listes et ils cochaient quand les électeurs venaient. Les électeurs, un certain nombre d'entre eux, prenaient en photo leur bulletin de vote pour pouvoir prouver qu'ils avaient bien voté, soit pour récupérer de l'argent, soit pour ne pas perdre leur travail. J'ai vu un observateur d'une ONG se faire à moitié étrangler parce qu'il avait filmé un bourrage d'urnes. Est-ce que l'Union européenne a suffisamment réagi violemment, justement, alors à cette élection que vous dites pas très fair-play? Alors nous, ce que nous avons dit, c'est que nous ne pouvons pas dire qui a gagné cette élection. Et l'Union européenne a déjà réagi avant même l'élection parce qu'il y a un recul démocratique de la part du gouvernement au pouvoir, de ce fameux rêve géorgien et de cet oligarque qui est très proche de la Russie depuis des mois. Il y a eu des lois qui sont passées les unes après les autres, qui vont à l'encontre du pluralisme, qui vont à l'encontre de la liberté. Les Géorgiens sont en train de se faire voler leur liberté, leurs aspirations démocratiques et leurs aspirations européennes par un parti, par un oligarque qui pense qu'il doit... Et qui avance masqué, parce qu'il continue à dire qu'il est très pro-européen. Alors, Parce qu'effectivement, au lendemain de ces élections géorgiennes, contestées y compris par la présidente, vous l'avez dit, oui, le Premier ministre du parti Rêve géorgien, lui, s'estime vainqueur et il prétend vouloir toujours intégrer l'Union européenne. Il a reçu la visite du Premier ministre hongrois Viktor Orban à Tbilissi pour le féliciter. On l'écoute. Personne ne veut détruire son propre pays et l'entraîner dans une guerre inutile. Nous comprenons donc le choix des Géorgiens qui ont voté pour la paix. Je vous félicite de ne pas avoir permis à votre pays de devenir une deuxième Ukraine, alors que vous avez une politique pro-UE. Nicolaos Stefanuta, l'initiative d'Orban a été très décriée par les Européens. Il est allé donc immédiatement féliciter côté géorgien, d'autant que la Hongrie tient actuellement la présidence tournante de l'Union européenne et il valide ces élections d'un certain point de vue. Pourquoi? Comment? Est-ce que avec l'agrément des autres? Ce que vous avez entendu, c'est qu'il a dit « Je vous félicite pour ne pas être devenu une Ukraine ». Alors s'ils ont voté comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la guerre. Mais s'ils auraient voté différemment, il y aurait la guerre, c'est ce que j'ai pu comprendre de ce que Orban a dit. Non, ce qu'il fait Orban, c'est un affront à ce qui est l'Union européenne. Et je pense que on doit prendre des décisions en ce qui concerne toutes ces manœuvres de l'Hongrie. Nous, entre-temps, on est ici à faire les auditions, à nommer les commissaires, mais une fois que tous sont nommés, j'espère qu'il y aura des conséquences. Et malgré tout, Nathalie Loiseau, le pouvoir géorgien se dit pour une intégration, Viktor Orban se dit pour une intégration de ce pays. Est-ce que ce n'est pas une intégration à double tranchant si elle avait lieu? Mais vous savez qu'on a suspendu le processus de candidature de la Géorgie depuis que ces lois liberticides ont été votées.
Et le gouvernement géorgien, qui a prétendu pendant toute la campagne qu'il restait pro-européen, n'a aucune crédibilité de ce point de vue-là. On a suspendu l'aide militaire à la Géorgie. Déjà, l'Union européenne avait donné des signaux d'alerte pour dire si vous avez ce recul démocratique, vous n'allez pas vers l'Union européenne. Et on va rester ferme sur cette position. Je rappelle que quand on a suspendu le processus de candidature et l'aide militaire, Viktor Orban ne s'y est pas opposé. Il n'a pas beaucoup de crédibilité dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a fait en se précipitant à Tbilissi. Je relève qu'il n'est pas allé féliciter Maia Sandu quand elle a été réélue présidente de la Moldavie. Alors justement, on parle pour échéance 2030, Monsieur Stefanuta. Évidemment, ça inclut aussi les pays des Balkans occidentaux. Mais est-ce que vous croyez, vous avez commencé à parler des Européens et de la pédagogie qu'on aurait dû faire. Est-ce que vous croyez que cette échéance de 2030, elle est réaliste et que les Européens sont prêts d'ailleurs ? L'échéance 2030 est une échéance qui se révise constamment. Je vous rappelle que l'ancien président de la Commission, M. Juncker, c'est lui qui a dit qu'on doit prendre une pause à l'élargissement pour quelques années pour consolider. Mais entre-temps, est-ce qu'on a fait le consolidement? Est-ce qu'on a éduqué le public? Est-ce qu'on l'a fait prêt? On a fait des échanges? Je ne pense pas. Alors, je suis tenté de dire que non, le public probablement n'est pas prêt pour une nouvelle vague d'élargissement, mais on doit très bien expliquer quels sont les avantages. Nathalie Loiseau, sur cette nouvelle vague d'élargissement, l'intérêt d'intégrer ces nouveaux pays, on le comprend d'un point de vue stratégique, mais on voit que ce n'est pas aussi évident. Ils sont sous le coup, effectivement, notamment de la propagande russe. Est-ce qu'il va falloir trouver aussi une nouvelle gouvernance dans l'Union avant d'intégrer ces nouveaux pays éventuellement ? D'abord, l'échéance de 2030, le seul qui en a parlé, c'est Charles Michel, qui est jusqu'à présent président du Conseil, mais qui bientôt ne le sera plus. Moi, je déteste les échéances artificielles. Et dire que tous les pays seront prêts en même temps à une date décidée à l'avance, ça n'a aucun sens. On a toujours dit que l'élargissement se faisait selon les mérites de chacun. Et ça restera. On a le choix, en fait, entre l'élargissement de l'Union européenne ou son encerclement. On voit bien que ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie, par exemple, c'est que Vladimir Poutine veut nous encercler de pays qui nous seraient défavorables. Est-ce que c'est ça dont nous avons envie et dont nous avons besoin? Sûrement pas. Est-ce que nous devons faire des réformes au sein de l'Union européenne avant de dire d'ouvrir la porte? Évidemment oui, mais l'un ne doit pas être le prétexte de l'autre pour ne rien faire. Donc on a intérêt à cet élargissement, on a intérêt à ces réformes de gouvernance. On voit déjà assez souvent qu'à 27, c'est compliqué. On voit qu'un Viktor Orban, tout seul, peut, avec son droit de veto, bloquer des progrès, que parfois l'Europe n'avance qu'au rythme du plus réticent. Et face à un monde qui bouge très vite, face à des États-Unis dont on espère qu'ils vont rester notre allié, mais avec un président dont on sait qu'il est imprévisible, on a besoin de changer de gouvernance de l'Union européenne. Alors, justement, j'ai envie de dire, pour conclure, avec un président Trump imprévisible, qui effectivement veut régler la guerre en Ukraine en 24 heures, une Ukraine qui entre dans un hiver très difficile, des armes qui ne sont pas en réserve finalement dans les étagères européennes, parce que pour l'instant, on les achète aux États-Unis précisément, et puis une Géorgie qui est en train de flancher. Est-ce que tout ça vous fait dire qu'on va vraiment intégrer un jour ces trois républiques? Comme disait Nathalie Loiseau, ça dépend. Tu ne peux pas offrir la même date aux trois réalités différentes. Vous avez décrit trois réalités différentes. Donc on doit voir, mais c'est vrai que ce pays qui démontre l'intérêt, ils ont voté dans un référendum, ils ont voté pour un président pro-européen, ils font des réformes, ils le méritent. Alors non, on doit faire cette distinction et on doit faire tout ce qu'on peut pour ne pas tromper non plus. Puisque si on promet quelque chose aux autres, alors on doit aussi livrer un peu. Puisque sinon, ils tournent eux-mêmes vers la Russie. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24, LCP et Public Sénat.